Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux pour cette conférence. Nous recevons ce soir Silvia Mancini, qui est historienne des religions à l'Université de Lausanne, dont j'ai connu les travaux par un article dans son ouvrage collectif La fabrication du psychisme, dont elle va vous parler un petit peu ce soir, qui implique les dispositifs mythico-rituels, les mythes, les rituels, dans une approche qui mobilise des fonctions dissociatives, qui expliquerait les mécanismes, qui illustrerait les mécanismes des dispositifs mythico-rituels. Silvia a travaillé sur l'anthropologue Ernesto Di Martino, pour laquelle elle a écrit une postface sur une édition moderne aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Vous faites aussi des enquêtes de terrain au Mexique sur des cultes populaires qui mobilisent des dispositifs mythico-rituels, mobilisant cette non-unité du moi. Un ensemble de points de vue qui m'ont semblé extrêmement importants il y a 2 ans quand j'ai préparé le cours sur le constructivisme. Silvia va nous reparler ce soir de tout cet ensemble de données sur lesquelles elle travaille depuis de nombreuses années. Elle va nous reparler aussi du constructivisme et bien sûr de l'importance de tous ces points de vue, de toutes ces constructions dans la pratique de l'hypnose. Je vous laisse donc avec vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonne soirée à tous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour m'écouter. Merci à l'équipe de l'Arche. Alors voilà, donc je vous expose un point de vue qui vient d'une historienne des religions et anthropologue et qui tente de mettre en dialogue la discipline dans laquelle je travaille avec certaines perspectives de l'hypnose ericksonienne. Alors, les réflexions que je vais développer ici relève de ma spécialité qui porte sur les traditions magico-religieuses dites marginalisées et transversales, où les pratiques psychocorporelles mobilisant la dissociation psychique occupent un rôle central. Dans ces traditions, on découvre d'autres éléments communs. Par exemple, une manière particulière de comprendre les sujets humains et la nature, et surtout une manière spécifique de concevoir et de manipuler les relations entre l'esprit et le corps, psychisme et sphère organique. C'est un problème bien connu en anthropologie, du moins à partir du célèbre essai de Claude Lévi-Strauss consacré à l'efficacité symbolique contenu dans son ouvrage Anthropologie structurale. La lecture que je propose ici de la fameuse efficacité symbolique ou efficacité magique est différente de la lecture lévi-straussienne, même si Lévi-Strauss a indiscutablement eu le mérite, avec les travaux de l'historien des religions italien Ernesto De Martino, de formuler une approche qui articule psychisme et culture dans une optique complètement différente de celle de la phénoménologie religieuse et de la théologie, aux yeux desquels le psychisme se présente comme une sorte de miroir de la rencontre de l'homme avec les sacrés ou les divins. Lévi-Strauss en France, De Martino en Italie, ont soustrait définitivement l'étude du dispositif mythico-rituel à une interprétation religionniste, en mettant en évidence de ces dispositifs certains aspects techniques et modalités opératives capables de tirer profit à des fins culturelles précis du fonctionnement spontané du psychisme. L'interprétation du dispositif mythico-rituel en tant que mode technique de faire s'éloigne aussi des théories appelées réductionnistes de la religion et de la magie avancées par les sciences sociales traditionnelles. Selon celles-ci, derrière les manifestations de la vie magico-religieuse se cacheraient toujours des facteurs objectifs déterminants en dernière instance, facteurs de nature historique, sociologique, psychologique ou anthropologique, qui finissent par transformer les pratiques mythico-rituelles en une sorte de masque que les sciences sociales ont la tâche précisément de démasquer. Considérer la religion à l'instar d'une technique a pour effet de changer radicalement les termes de la réflexion.
Le choix de mettre en évidence les registres techniques de la vie mythico-rituelle revient en effet à déplacer l'attention du système des croyances, des discours, des valeurs et de la signification des comportements symboliques au modus operandi des acteurs et à l'usage que ceux-ci font du dispositif mythico-rituel. Dans les traditions marginalisées et transversales dont je m'occupe, où il est question moins d'orthodoxie que d'orthopratique, la fonction rituelle, comprise comme une fonction culturelle orientée vers l'intervention active et transformatrice sur le monde et sur les soi, s'avère fondamentale. À ces premiers dénominateurs communs, un second s'ajoute qui confère une relative unité aux institutions symboliques que j'étudie. Dans celles-ci, les acteurs opèrent souvent dans un état psychique particulier, transe, possession, dissociation plus ou moins prononcée de la personnalité. Certaines études classiques, parmi lesquelles Le monde magique de De Martino, ont explicitement mentionné ces états, mais en général, les spécialistes de la ritualité en ont ignoré la fonction et souvent même leur présence, probablement pour les mêmes raisons que De Martino signalait dès la fin de 1942, car, d'après son analyse, il s'agit d'états psychiques qui se trouvent en contraste net avec les idéaux culturels de notre société. Le paradigme d'un sujet unitaire, étanche et maître de soi, indépendant des autres sujets du monde environnant, a incarné des faits, en Occident, un modèle non seulement dans les domaines de l'éthique, de la tradition spéculative et religieuse, mais de la science psychologique aussi, qui ont fait donc de l'autonomie du moi les points de départ pour construire leur propre théorie sur le psychisme humain. Dans les traditions que j'étudie, au contraire, les jeux divisés, dissociés et pluriels, capables de devenir un autre moyennant des psychotechniques ad hoc, constituent un modèle et un idéal, jusqu'à représenter, dans certains cas, la condition incontournable pour corriger multiples désordres du corps et de l'esprit. Cette incompatibilité entre, d'une part, la vision dominante du sujet, compris comme une entité imperméable et bien définie dans les limites qu'historiquement la philosophie et la psychologie lui ont octroyées, et d'autre part les états psychiques dissociés que notre culture dénonce, condamne ou considère pathologiques, est probablement l'origine du fait que dans leur analyse des rituels magico-thérapeutiques, rarement les anthropologues s'intéressent aux états psychiques des acteurs pendant l'action liturgique. Il s'agit d'états légèrement dissociés qu'on pourrait qualifier d'hypnotiques ou haute-hypnotiques. Même lorsque ces états sont mentionnés, on a tendance à réduire ceci à une pure simulation, à une mise en scène, à une sorte de théâtre rituel fondamentalement faux et inauthentique. Reste une question fondamentale. Quel est le rôle de la dissociation psychique, radicale ou partielle, simulée ou réelle, dans la production de l'efficacité rituelle? Autrement dit, qu'est-ce qui permet dans les dynamiques opératoires du rituel d'obtenir des effets factuels? À ces interrogations, les analystes traditionnels du rite ne savent pas répondre. Je dirais même que, dans la plupart des cas, elles ne les formulent guère, presque prisonniers implicitement ou explicitement, du critère scientifique du vrai-faux. Il s'agira ici, ce soir, d'essayer de remplacer les critères du vrai-faux, qui est valable dans les domaines de la science et de la logique formelle, et de raisonner en termes de techniques, valables dans les domaines des savoirs appliqués, par exemple la politique, l'ergologie, les thérapies non normatives. Autant de savoir-faire où les questions pertinentes sont comment fonctionne
Et pourquoi fonctionne-t-il? Pour illustrer ces changements de perspective, je procéderai en 3 étapes. Il s'agira de remettre en perspective historique les débats sur les états psychiques dissociés, compris comme vecteurs d'une efficacité active. Il s'agira ensuite d'évoquer le changement de paradigme introduit par le constructivisme, une posture théorique qui a mené la sociologie de la science et l'anthropologie à placer au cœur de la réflexion l'univers des pratiques et des techniques. Enfin, je procéderai à exposer la contribution des études sur l'hypnose à la compréhension de l'efficacité rituelle. En guise de conclusion, je vais proposer quelques réflexions de caractère général sur l'histoire des religions. Oh, pardon, je suis allée à l'envers peut-être. Oh, veuillez m'excuser. L'étude de l'efficacité rituelle suscite toujours soupçons et résistance du fait que les phénomènes qu'elle traite, possession rituelle, extase divinatoire, interaction surprenante corps-esprit, dans les thérapies magiques, mais aussi dans certaines pratiques ésotériques occidentales, font partie de ceux que les sens communs qualifient de pouvoirs occultes. À les difficultés théoriques et méthodologiques des sciences sociales que je viens de mentionner, il faut rajouter celles des natures idéologiques qui font de ces champs d'investigation une sorte de tabou social, y compris dans les domaines de la recherche universitaire. L'avait déjà constaté De Martino lorsqu'il s'est demandé pourquoi l'anthropologie et l'histoire des religions avaient systématiquement évité la question des pouvoirs magiques et de l'éventuel fondement factuel de certaines facultés psychiques que ces pouvoirs sous-tendent. L'institution scientifique, en effet, a tendance à discréditer toute forme d'intérêt académique pour les phénomènes psychophysiques activés par l'action rituelle. Et c'est pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, l'histoire des sciences sociales, issue à la fois de la sociologie de Durkheim et de l'historicisme allemand post-hegelien. L'un et l'autre postulent une séparation nette entre l'effet socioculturel, dont la nature est collective et historique, et faits psychologiques, qui, eux, sont des natures individuelles et biologiques. En deuxième lieu, l'attitude foncièrement anti-magique implicite dans l'histoire culturelle européenne. Ces principales institutions discursives, de la théologie à la science, se sont construites toutes contre la magie. Il faut ajouter à cela une 3e raison. Les anthropologues et les historiens des religions ont ignoré les grands débats scientifiques qui, entre la fin du XVIIIe siècle et les premières décennies du XIXe, s'est développé en Europe et aux États-Unis sur les phénomènes psychoculturels qui ont mis en lumière des facultés très peu connues du psychisme humain. J'ai fait référence là au débat sur le magnétisme animal et au somnambulisme artificiel qui ont attiré l'attention de tant de philosophes, artistes, écrivains, médecins et scientifiques de l'époque. De Hegel à Schopenhauer, d'Henri Bergson à William James, de Victor Hugo à Vassili Kandinsky jusqu'au surréalisme d'André Breton. Je laisserai de côté ici les 2 premières raisons qui sont davantage connues et étudiées pour me concentrer sur la 3e. Les débats sur le magnétisme animal, appelé aussi somnambulisme artificiel, nous intéressent de près car il inaugure la réflexion scientifique sur les états dissociés et sur certaines capacités psychophysiques que l'action rituelle est capable de mettre en branle et d'utiliser avec profit. Ce n'est pas un hasard si on assiste en Europe à un changement de paradigme, précisément dans le cadre culturel de la controverse suscitée par le magnétisme animal. En effet,
Des phénomènes qui, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, s'étaient manifestés dans le contexte de la religion officielle, pensons à la mystique par exemple, ou de la religiosité populaire associée à manifestations psychophysiques singulières, dédoublement du moi, comme dans le cas de la possession, voyance, stigmatisation des corps, guérison apparemment miraculeuse, connaissance extrasensorielle. Précisément à cette époque, tous ces phénomènes explosent dans un contexte institutionnel tout à fait nouveau, qui est le contexte scientifique et médical. Une large série de manifestations psychiques ou parapsychiques associées à une altération de la personnalité furent alors observées, répertoriées, étudiées essentiellement par des médecins, des psychologues, des physiologistes, mais aussi des philosophes, des écrivains, des hommes de culture. Mais qu'est-ce que c'est le magnétisme animal, à l'origine des premières théories de l'inconscient au sein de la culture romantique? L'adjectif animal ne se réfère pas, il faut le préciser, à la catégorie des animaux, mais au fait que les propriétés de ces magnétismes se manifesteraient dans tous les êtres animés, c'est-à-dire dotés de vie. Le terme magnétisme animal renvoie à trois significations distinctes. Pour les fondateurs de ces recherches, le médecin viennois Franz Anton Mesmer, 1734-1815, le magnétisme est un principe psycho-anthropo-cosmologique, une théorie globale unitaire qui permet de décrire l'interaction de l'homme avec l'univers. D'après ces médecins viennois, un fluide impalpable, invisible, source de vie et de santé, remplit le cosmos dans son fondement. Tant qu'il reste saturé par ces fluides qui circulent régulièrement dans l'organisme, les êtres vivants sont en bonne santé, alors que la maladie survient lorsque des obstructions empêchent sa circulation. Mesmer parle toutefois de magnétisme animal dans un sens plus restreint aussi, pour désigner la capacité disponible en principe chez tout individu, mais développée par les magnétiseurs, d'utiliser les fluides vitaux à des fins thérapeutiques. En n'immobilisant que sa propre volonté, l'opérateur serait capable de diriger son propre fluide vital vers l'organisme malade, provoquant ici une crise salutaire qui s'exprime par des spasmes caractéristiques capables de débloquer les obstructions et restaurer la santé compromise du patient. Mesmer appliqua cette méthode des soins au niveau collectif aussi, en faisant recours à un baquet rempli d'eau, sorte d'accumulateur magnétique, autour duquel les patients étaient disposés en cercle et avec lesquels ils étaient en contact moyennant des baguettes métalliques. Liés les uns aux autres par un câble métallique, les malades étaient ainsi soumis à un choc magnétique qui provoquait des convulsions considérées salutaires. Les traitements individuels, en revanche, reposaient sur des procédures et gestes comme les passes magnétiques qui produisaient des effets analogues. Plus en général, et on arrive à la troisième acception, on parle des magnétismes pour désigner l'ensemble des phénomènes culturels activés par Mesmer et observés tout au long du XIXe siècle, et surtout les réflexions sur le somnambulisme, appelé également sommeil magnétique. Il s'agit, nous allons voir, d'un état psychique induit artificiellement par des procédures et des gestes, comme l'imposition des mains, qui font rentrer les sujets dans un état qu'aujourd'hui on aurait tendance à appeler des hypnotiques ou des transes. Précisément cet état psychique particulier, sorte de somnambulisme artificiel, accompagné par des phénomènes les uns plus extraordinaires que les autres, attira l'attention des scientifiques, d'artistes et d'hommes de culture très importants dès la fin du XVIIIe siècle. Je vais vous montrer quelques images
qui vous permettent de mettre un visage justement sur tous ces débats qui vont s'activer. Là, vous avez un portrait de Mesmer. Et là, les fameux baquets, qui étaient remplis d'or avec ces baguettes métalliques auxquelles s'attachaient les patients. Et puis des représentations artistiques, mais qui illustrent bien à quel point le magnétisme, c'est un phénomène des sociétés qui intéressait la société, la noblesse, la bourgeoisie de la fin de l'époque, du XVIIIe. Alors, Mesmer n'est pas l'unique ni le seul à élaborer une philosophie de la nature animée depuis l'intérieur par une énergie latente, par une force active d'attraction libérée par les corps magnétiques. Déjà certains penseurs de la Renaissance, parmi lesquels Paracelse ou le jésuite allemand Athanasius Kircher, avaient défendu l'idée d'une unité organique du monde dans la solidarité de différentes parties distinctes, toutes unies et symétriques à l'unité de l'organisme humain. C'est l'idée, au fond, de la correspondance entre macrocosme et microcosme, effet du magnétisme cosmique. Un siècle et demi sépare les idées de Kircher du romantisme. Il reste que la tradition magnétique est restée vivante durant tout cet intervalle, même si les mécanicismes et la théorie de Galilée ont tenté de refuser, dans les marges de la science rigoureuse, de telles doctrines soupçonnées de connivence avec l'occultisme. Le magnétisme, en effet, fut obligé de rentrer dans la semi-clandestinité des sciences secrètes et ne refait surface qu'à la fin du XVIIIe siècle sous une forme nouvelle, celle de la naturphilosophie ou philosophie de la nature. C'est-à-dire la philosophie qui agit en toile de fond du courant romantique. Dans les conceptions cosmologiques que je viens de mentionner et qui, depuis la Renaissance, se prolongent jusqu'à la naturphilosophie romantique, l'attraction ou l'influence comprise comme action à distance serait aux origines des sympathies, des antipathies, mais aussi des interférences inquiétantes entre les individus. Peut arriver qu'un être, un parasite un autre, l'obsède, les déséquilibre et peut se substituer à lui, comme c'est le cas de la possession. On rentre là dans l'immense domaine du folklore magico-religieux et de la sorcellerie qui font l'objet des terribles soupçons de l'Église. Au début du XVIIIe siècle, en effet, si la révolution scientifique a rendu peu crédible la causalité surnaturelle, dans ce sens que ce nouveau horizon scientifique exclut l'intervention physique des anges et des démons, elle n'a pas pour autant réussi à éliminer complètement les phénomènes qui, par le passé, étaient justifiés ou expliqués en faisant appel à ces causes surnaturelles. Dans l'espace laissé en friche par la démonologie et les débats théologiques contrôlés par l'Inquisition, un nouveau domaine épistémologique se dégage, ouvert aux moyens d'analyse proposés par le magnétisme. Précisément, au XVIIIe siècle, furent nombreux les cas de convulsionnaires signalés dans différentes régions du monde chrétien. Il suffit de penser aux Quakers, littéralement les tremblants, qui dans ces phénomènes voyaient les signes de la présence divine dans leur assemblée, ou il suffit de penser aux Shakers, appelés ainsi en Amérique du Nord, pour les mouvements violents qui agitaient les adeptes. L'aspect spectaculaire de ces phénomènes, qui laissaient apparaître des états psychiques abnormes, était accru par leur caractère contagieux, étant donné que lorsque l'un des fidèles entrait en transe, les autres participants aux célébrations se retrouvaient eux aussi entraînés dans un dynamisme analogue et incompréhensible. Le magnétisme a fourni ainsi un nom
pour désigner cette puissance irrépressible qui entraînait les individus dans une communauté compulsive où l'expérience de sa propre individualité était anéantie. Ces problèmes liés au magnétisme religieux furent débattus au sein de l'Église catholique, notamment à la suite d'un épisode qui a impliqué Mesmer lui-même. Un religieux, un prêtre du Württemberg, le père Johann Joseph Gassner, avait acquis une réputation extraordinaire pour sa capacité de chasser les démons. Le village où il résidait se transforma en une véritable cour des miracles où convergeaient possédés, convulsionnaires, obsédés de toutes sortes à la recherche d'une guérison. Gassner, tout début, commençait par diagnostiquer l'origine du mal, pour savoir s'il s'agissait d'un mal d'une origine naturelle ou surnaturelle, et ce n'est que dans ce deuxième cas qu'il intervenait armé d'une étole et d'un crucifix avec les rites exorcistes qui, en général, étaient couronnés par un succès. Le cas de Gassner devint public et source de scandales. En pleine lumière, avec l'avancée de la sécularisation de l'Europe, la même époque où les procès de sorcellerie venaient d'être supprimés en Allemagne, les activités de Gassner semblaient aller à contre-courant. Le cas ne se réduit pas à une anecdote pittoresque, étant donné que la controverse qu'il suscita s'inscrit complètement dans l'histoire de la pensée occidentale. En effet, c'était à l'occasion du cas Gassner que l'interprétation surnaturelle des faits mentionnés est entrée en conflit avec leur explication naturaliste, en rendant ainsi évident l'incompatibilité entre l'efficacité sacramentale et la thérapie scientifique. Franz Anton Mesmer, le rénovateur du magnétisme, fut invité à s'exprimer sur le cas Gassner. L'activité thérapeutique de ces médecins autrichiens, francs-maçons et amis de Mozart, est contemporaine en effet des activités du prêtre exorciste. Mais alors que celui-ci, encouragé par un groupe de jésuites, opère en vertu d'un charisme sacramental, son statut de sacerdote l'autorisait à pratiquer l'exorcisme au nom de Jésus, Mesmer, lui, applique à des fins thérapeutiques une méthode scientifique s'inspirant de la physique la plus récente. Gassner et Mesmer se rencontrent en 1775 sur la demande des autorités politiques. Le médecin viennois reconnaît la réalité et l'objectivité des effets positifs des cures effectuées par les collègues ecclésiastiques. Admet également sa bonne foi, mais il arrive à la conclusion que les effets bénéfiques de ces soins s'expliquent à travers des causes naturelles, sans que des démons ou les cieux se trouvent en cause. Vis-à-vis du thaumaturge obscurantiste, Mesmer se présente comme l'ambassadeur de l'explication rationnelle et positive. Il qui, bien sûr, ne va pas lui empêcher de faire lui-même l'objet, du fait de sa théorie du magnétisme animal, de nombreuses réticences et soupçons. C'est pourquoi d'ailleurs qu'il abandonna Vienne et se réfugia à Paris, place Vendôme, où il ouvra son cabinet. En vérité, Mesmer était persuadé que les fluides dont lui-même parlait n'étaient pas les facteurs primordiaux de l'interaction des êtres entre eux. Les fluides ne constituaient qu'un vecteur physique. Les véritables vecteurs étaient en revanche pour lui la volonté du magnétiseur, volonté qu'il conçoit comme une force active, une influence capable d'agir sur la volonté du patient. L'idée des fluides, construite sur les modèles de la physique de l'époque, lui permettait seulement de rendre acceptable sa théorie aux yeux de la science officielle. En dehors d'un support physique analogue à ceux que la science reconnaissait, l'électricité, le magnétisme terrestre, la gravitation,
l'idée du pouvoir de la volonté d'un sujet sur un autre sujet, autrement dit l'idée que l'esprit d'un individu pouvait exercer une influence sur un autre esprit, risquait de lui attirer l'accusation d'occultisme et de sorcellerie. Le magnétisme connut un succès foudroyant en se répandant dans les milieux bourgeois et aristocratiques européens et surtout fut intégré dans la pratique médicale. Suite aux expériences menées par les marquis de Puységur, qui avait découvert tout cela par hasard suite à la tentative de soigner par magnétisation son balai, on a commencé à observer que pendant la magnétisation, certaines manifestations singulières se produisaient. Parfois, les magnétisés semblaient s'endormir et les somnambules potentiels, qui somnolaient en lui, se réveillaient alors. Si les magnétiseurs forçaient cet état, alors la lucidité magnétique s'est manifestée à travers des expressions psychiques et physiologiques, l'une plus étrange que l'autre. Clairvoyance, anesthésie, vision à travers les corps opaques, visualisation des affections organiques internes au corps du somnambule ou des personnes présentes, déplacement des facultés sensorielles d'un organe à l'autre, etc. Tout s'est déroulé comme si les 5 sens n'avaient plus une localisation précise. C'est ce phénomène connu sous le nom de synesthésie. Les somnambules parviennent par exemple à lire avec l'épigastre ou la pointe des doigts une lettre scellée. Les études menées à cette époque sur cette étrange phénoménologie parvinrent à constater que, contrairement à ce que l'on croit, les sujets somnambuliques ne dorment pas. Ils se trouvent plutôt dans un état d'hyperveille. Ces sens sont aiguisés de manière anormale et ces perceptions vont au-delà des limites sensorielles ordinaires. Tout se passe comme si un sens unique, aujourd'hui appelé le 6e sens, à l'époque appelé sens interne, prenait le dessus. C'est l'état magnétique à les révéler, bien que ces sens internes restent actifs de manière imperceptible pendant l'état d'éveil aussi. Ce n'est que la transe à les rendre manifestes grâce à l'isolement somnambulique qui met en sourdine les sens ordinaires. La caractéristique fascinante et paradoxale de l'état magnétique consiste ainsi à réunir le mode d'existence propre à la conscience d'éveil et celui normalement silencieux du sentir primitif. Le romantisme, qui fut le courant culturel qui a le plus célébré la dimension du sommeil et du rêve, considérées comme des dimensions chargées des potentialités créatrices, ne pouvait ne pas rester fasciné par le somnambulisme. En provoquant la fermeture de tous les sens, la transe somnambulique réactiverait les sens internes et, à travers celui-ci, donnerait accès à des modalités inédites de l'expérience. Cet affranchissement des limites ordinaires se révèle être rien d'autre que l'affranchissement de l'individuation. Voilà pourquoi ces phénomènes suscitèrent un questionnement portant sur les présupposés de la logique et de la psychologie classique pour lesquels les sujets est toujours un, ici et maintenant. De telles découvertes semblent en effet dévoiler de nouvelles dimensions de l'esprit et du corps, en obligeant les observateurs à redéfinir les confins que la physiologie et la psychologie classique avaient attribués jusque-là au sujet. La phénoménologie somnambulique a commencé à être étudiée en Europe suite à la diffusion du mesmérisme, de sorte qu'au sein du courant magnétique se développa un grand débat d'ordre philosophique,
scientifique et épistémologique. Ce courant, en effet, ne fut pas exclusivement un espace de découverte, fut également un espace de débat et de confrontation. On ne se contentait pas de produire des phénomènes nouveaux, on réfléchissait, au contact de ces faits, à des perspectives alternatives concernant la nature de l'objectivité, les procédures d'objectivation et la conceptualisation de ces phénomènes extraordinaires, mais également sur les jeux des pouvoirs et les rapports de force opérant au sein de la science. Les études qui prospérèrent autour de ces états psychiques, qui ont suscité l'intérêt des figures comme Victor Hugo, Hegel, Schopenhauer, William James ou Henri Bergson, rencontraient toutefois une difficulté majeure, ponctuellement soulignée par De Martino. Les états lucides et les pouvoirs psychiques extraordinaires qui lui sont associés, pour être admis et prouvés scientifiquement, exigeaient d'être soumis aux critères de l'objectivation scientifique établis par l'institution. Des centaines de témoins, dont la bonne foi n'était pas mise en doute, avaient assisté personnellement à la production de ces phénomènes. Il reste que pour admettre et prouver leurs fondements factuels, il fallait bien soumettre ces phénomènes aux critères épistémologiques de type expérimental adoptés par la science officielle. Pour celle-ci, pour être admis comme vrai et objectif, un fait doit être reproductible à volonté en conditions de laboratoire et doit se produire indépendamment de toute dimension ou influence subjective. Les phénomènes somnambuliques, de par leur nature, se révèlent en revanche récalcitrants à l'application des protocoles scientifiques qui exigent ces conditions de vérification expérimentale. Pour les prouver, en effet, il faut les traiter comme s'ils étaient des phénomènes naturels, soumis à la même causalité mécanique qui détermine les lois fixes de la nature. Leur caractère propre, au contraire, consiste à être complètement dépendant de la volonté humaine et des processus suggestifs qui mobilisent non seulement les états affectifs des acteurs, mais également un ensemble de références culturelles communs aux somnambules et à leurs magnétiseurs. Une fois qu'il est déraciné de son milieu, transféré en hôpital ou en laboratoire, le somnambule est inhibé dès lors qu'il est coupé de son biotope psychoculturel spontané. Cela explique les caractères aléatoires de la reproduction des phénomènes et leur récalcitrance à se manifester régulièrement. C'est la raison pour laquelle, vers la moitié du XIXe siècle, en pleine montée du positivisme, l'Académie de médecine a refermé ce débat en France, alors qu'il a continué à se dérouler en Angleterre, où dominait une épistémologie différente, l'épistémologie empiriste, opposée à la rationaliste à la française. Entre-temps, la récupération de la part du spiritisme des phénomènes magnétiques contribua à discréditer ces phénomènes du fait de leur compromission avec l'idéologie de ces mouvements, attaqués par les rationalistes et par les scientistes. Malgré cela, en pleine époque positiviste, l'héritage des magnétistes sera recueilli, bien que dénaturé, par l'institution médicale. Les somnambules, qui encore au début du XIXe siècle suscitaient l'intérêt des philosophes et des écrivains qui voyaient en eux les représentants d'un état spirituel élevé auquel l'homme peut aspirer, étant riches de potentialités créatrices et progressistes, finiront à cette époque pour changer de statut. C'est la psychiatrie naissante avec Charcot qui s'en empare en faisant des somnambules des malades appelés hystériques. À travers la technique de la suggestion
mise en œuvre par les médecins appelés aliénistes, les somnambules tombent dans un état d'automatisme qui fait de lui une sorte de marionnette à exhiber dans les amphithéâtres de l'hôpital parisien de la Salpêtrière. Dans ces nouveaux contextes, le magnétisme se transforme en hypnose. La récupération du magnétisme de la part de l'institution médicale va comporter des transformations majeures. J'en évoquerai 3. Les somnambules sont pathologisés et réduits à des phénomènes psychiatriques. Ensuite, à diriger les phénomènes associés à l'état hypnotique, ce n'est plus la volonté du somnambule, mais celle du médecin qui, par suggestion, chosifie les patients en orientant ses comportements mécaniques et lui soustrayant toute volonté. Troisième point, les phénomènes extrasensoriels, qui étaient au cœur de la réflexion sur le somnambulisme à l'époque romantique, sont négligés au profit des états d'automatisme étudiés par Charcot et par Pierre Janet. Élève de Charcot, Sigmund Freud a assurément changé la stratégie de son maître. Il a certes rendu la parole aux patients aliénés et dépersonnalisés par les modèles thérapeutiques dirigistes et autoritaires de Charcot. Il reste que le psychisme que Freud décrit n'a plus rien à voir avec celui décrit par les magnétistes. Freud applique au psychisme un modèle mécaniciste et positiviste, en établissant une opposition nette entre conscience et inconscient, régie par une logique propre et opérant selon des dynamiques qui restent complètement occultées à la conscience des sujets. Au contraire, l'inconscient des magnétistes et des romantiques n'est guère opaque, mais l'incommunication permanente avec la conscience et la volonté du sujet, étant donné que cette volonté-intentionnalité nourrissent cette source d'énergie permanente chargée de potentialités plastiques qu'est l'inconscient. On est en somme très éloigné de l'idée d'un inconscient considéré comme un réservoir des pulsions refoulées dans lesquelles la volonté et l'intentionnalité se réduisent à des simples stratégies d'occultation des mobiles inconscients, qui est la théorie freudienne. Héritier des différents courants magnétistes d'orientation scientifique et expérimentale, en 1917, voit le jour à Paris la métapsychique, avec la fondation de l'Institut métapsychique international, l'IMI, voulu par Charles Richet, prix Nobel de physiologie, dont Henri Bergson a été le président. Parallèlement à la diffusion de la psychanalyse et de son modèle, les métapsychistes ont continué à cultiver une conception psychophysiologique du psychisme, d'inspiration non pas mécaniste, mais vitaliste, et vont poursuivre les recherches expérimentales. À la faveur de l'hypnotisme, au début du XXe siècle, les phénomènes dits paranormaux refont surface même dans les domaines des sciences de l'esprit, par exemple dans le cadre du surréalisme des Bretons, dans l'esthétique de Vassili Kandinsky, dans les philosophies néo-vitalistes de Hans Driesch, en laissant quand même des traces dans la culture officielle. Après la Première Guerre mondiale, le scientisme reprend les dessus et les débats sur les phénomènes extrasensoriels et sur les états psychiques dissociés disparaît, du moins jusqu'à la publication du Monde magique de De Martino en 1948. Je passe donc à la deuxième partie. Les débats que je viens rapidement de retracer, basés sur des textes et des témoignages que les historiens de la médecine étudient depuis longtemps, a suscité la curiosité aussi de certains sociologues de la science,
intéressé à réexaminer les grandes controverses scientifiques de l'histoire européenne. C'est le cas du groupe de travail qui, à Paris, au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines, a impliqué des auteurs comme Bruno Latour et Michel Callon, ainsi que d'autres savants belges comme Isabelle Stengers et Thierry Melchior, ou l'ethnopsychiatre Toby Nathan, qui, comme moi, ont fréquenté entre 1998 et 2005 les séminaires du Centre. Cette expérience m'a persuadée que l'on pouvait réinterroger la notion d'efficacité symbolique à la lumière des nouveaux apports théoriques, l'apport du constructivisme, qui inspirait les habitués du séminaire. Dans l'analyse de la réalité socioculturelle, le constructivisme privilégie les processus opératoires, les dispositifs, les aspects techniques, les actions, les problèmes de l'efficacité, les pratiques concrètes des acteurs, à l'étude des discours, des représentations, des valeurs, de l'expérience subjective. Forme des pragmatiques, intéressés davantage aux problèmes de l'usage qu'aux problèmes de la signification des institutions socioculturelles. Sorte d'anthropologie des techniques, l'orientation constructiviste m'est parue compatible avec certaines perspectives ouvertes par De Martino sur les dispositifs mythico-rituels et sur les pratiques qui s'y rattachent. Une telle compatibilité se manifeste dans la possibilité d'analyser les modus operandi mythico-rituels comme un véritable dispositif technique efficace. Pour répondre au questionnement du type « Comment fonctionne et pourquoi fonctionne-t-il ?», à côté de l'héritage italien que j'ai mentionné, 3 nouveaux apports se sont dès lors révélés de grande utilité pour moi, afin de renouveler l'approche de mon domaine de recherche, à savoir la philosophie de la technique de Gilbert Simondon et ses applications constructivistes à l'œuvre d'auteurs comme Bruno Latour et Isabelle Stengers. Ensuite, la problématique de l'éthopoiesis, mise en évidence par Pierre Hadot et Michel Foucault à travers l'étude des philosophies de l'Antiquité. Et enfin, les nouvelles approches de l'hypnose grâce aux réflexions de Milton Erickson. Dès les années 50, le philosophe de la technique français Gilbert Simondon a développé certaines idées très intéressantes pour repenser les relations nature-culture directement impliquées dans les phénomènes psychoculturels dont je m'occupe. Simondon écrit « Le monde technique est un monde du collectif qui n'est adéquatement pensé ni à partir du social brut, ni à partir du psychique. L'opération technique est une opération pure qui met en jeu les lois véritables de la réalité naturelle. L'artificiel est du naturel suscité, non du faux ou de l'humain pris pour du naturel. » Fin de citation. Par cette affirmation, Simondon attribue au geste technique la capacité d'utiliser certaines potentialités naturelles en les activant artificiellement en vue d'applications ciblées. Cette lecture encourage 2 hypothèses anthropologiques. Tout d'abord, expliquerait pourquoi nombreuses cultures et sociétés, à des époques différentes, ont fait usage ou continuent de faire recours de formes institutionnalisées aux états psychiques dissociés, en tirant visiblement des bénéfices de cela. En deuxième lieu, conforte l'hypothèse que ce qu'on appelle la conscience mythico-rituelle ne fait qu'illustrer un mode opératoire caractérisé par un usage technique, c'est-à-dire fonctionnel et stratégique,
de ces mêmes états psychiques. La thèse de Simondon autorise en somme une interprétation des états hypnotiques en situation rituelle dans les termes d'une véritable technologie de l'esprit. En exploitant certaines conditions psychophysiologiques spontanées, comme la tendance à la dissociation psychique, une telle technologie permet de reprogrammer individus et groupes en situation d'impasse ou de contradiction. Il ne s'agit guère d'une technologie religieuse en elle-même, mais d'un mode opératoire capable d'obliger les humains à agir pour sortir d'un état de paralysie. À telle fin, ces modes opératoires créent des artefacts symboliques, des êtres, des esprits, des divinités, dont le caractère spécifique consiste à dépasser ses auteurs, en soumettant ceux-ci à une subordination caractéristique. Moyennant le recours à ces dispositifs, véritables artefacts que la tour appelle fétiches, les humains se dotent d'une sorte de prothèse externe, d'un ressort supplémentaire qui les oblige à accomplir des choses qu'autrement ils ne feraient pas. Ces dispositifs ont besoin d'une légère dissociation du jeu unitaire pour fonctionner et garantir leur efficacité. Les savoirs psychocorporels impliqués dans cette opération de dédoublement du soi reposent sur des habiletés millénaires. En jouant sur différents régimes psychiques spontanés que l'homme est susceptible d'expérimenter, ces savoirs servent par exemple à engranger des contenus et des informations importants, au réencadrement des sujets existentiellement désorientés, à la réorganisation des postures comportementales aberrantes. En somme, dans les dispositifs mythico-rituels, nature et technique interagissent entre eux à un niveau profond, en confortant l'hypothèse d'une cogénèse et co-développement simultané du biotope techno-historico-social et du fonctionnement psychophysiologique humain. À la lumière de ce que je viens de dire, les techniques de construction du soi qui étaient employées dans l'Antiquité ou pratiques éthopoïétiques acquièrent aussi une autre dimension. Destinée à l'édification d'un ethos, elle s'est développée cohéremment en lien avec un savoir. Ces pratiques étaient destinées à la fabrication du sujet moyennant des dispositifs discursifs et symboliques bien précis. Les réflexions de Pierre Hadot et de Michel Foucault sur l'impossibilité de dissocier les philosophies antiques d'une praxis consciente et volontaire de construction de l'individu montrent bien comment ces schémas orthopratiques, qui étaient les philosophies de l'Antiquité, sous-tendaient toutes, exactement comme les pratiques rituelles des paganismes extra-européens ou populaires, l'idée d'un sujet plastique qui est en train de manière perpétuelle de s'autoconstruire. Les implications pratiques et appliquées des spiritualités antiques présupposaient en effet l'idée que l'homme est autopoïétique, c'est-à-dire se fabrique lui-même à travers des techniques dans lesquelles rentrent l'exercice physique, les soins du corps, la rhétorique, la pratique des arts, la vie sociale et l'activité politique. Selon cette conception, l'homme fait advenir l'homme grâce à l'activité créatrice qu'il cultive, de sorte que la structure de notre esprit est en grande partie notre propre œuvre. Chaque philosophie antique poursuivait l'édification des modèles d'hommes différents, caractérisés par un mode de vie précis, reposant sur la mise en adéquation de la pensée avec l'action. Cette conception contraste avec celle véhiculée par la théologie. En premier lieu, car celle-ci postule la nature humaine comme une donnée,
défini irrévocablement par la chute et les péchés originels, non modifiables dans l'immédiat. Il faut attendre la fin des temps et la résurrection des élus à la vie éternelle pour pouvoir annuler cette détermination qui assigne à l'homme une nature établie d'avance et définitivement. En second lieu, la théologie ignore les implications pratiques des spiritualités antiques. La vocation pragmatique de ces dernières impliquait en effet un pluralisme indissociable de l'idée qu'en fonction du problème pratique à résoudre, multiples solutions sont possibles. La rhétorique était précisément cultivée pour prouver, à travers l'argumentation discursive, la plus grande adéquation d'une philosophie par rapport à une autre, à la solution de ces mêmes problèmes. La théologie, de son côté, ne tolère pas les pluralismes. À ses yeux, seule existe une vérité unique. Les autres philosophies, religions ou opinions sont fausses. En somme, pour la pensée théologique, la vérité n'est pas négociable. Cette centralité des pratiques auto-édifiantes dans les sagesses antiques nous ramène aux réflexions de Foucault qui, au début des années 80, dans ses cours au Collège de France, consacrés à l'archéologie des pratiques du sujet moderne, rappelait encore comment science et théologie avaient fini paradoxalement par converger dans leur combat commun contre l'étopoïésis, pour remplacer celle-ci avec l'idée d'une vérité naturelle ou surnaturelle, externe au sujet, et capable d'exercer sur lui des limitations et des freins en contradiction évidente avec les pratiques éthopoïétiques de l'Antiquité. La convergence du discours théologique et du scientifique, qui postule une vérité extérieure au sujet, leur aurait permis de réprimer tout ce qui lui échappe, c'est-à-dire la capacité de l'homme de se doter lui-même des principes et des techniques d'autorégulation et d'autocorrection autonome par rapport à des instances qui lui sont extérieures. Ce n'était pas un hasard si la disqualification de la magie, célébrée à la Renaissance comme un mode d'action sur l'homme et sur le monde tout à fait efficace, une disqualification mise en œuvre par la théologie et par la science moderne, s'est servi de l'argumentation de la nature du savoir pratique dont on créditait la magie. Savoir appliqué égoïstiquement à des fins instrumentaux. En définitive, ce qu'on reproche à la magie, tant la science comme la théologie, est sa vocation purement technique. Des critiques similaires, nous les retrouvons au moment de prendre la mesure de l'opinion publique vis-à-vis de l'hypnose, qui fait l'objet de critiques analogues, non seulement de l'hypnose dirigiste et autoritaire de Charcot, mais même à l'hypnose redécouverte dans les années 50 et 60 par l'américain Milton Erickson à partir des apports de l'école de Palo Alto. L'exemple de l'hypnose est très instructif, étant donné qu'une telle pratique se trouve aujourd'hui attaquée par l'institution psychothérapeutique, notamment par la psychanalyse, précisément pour son technicisme et pour sa nature instrumentale. Cet exemple va me permettre de passer à la dernière partie de ma présentation. Qu'est-ce qu'on reproche à l'hypnose? Deux choses surtout. Tout d'abord, le fait de se servir de l'influence, c'est-à-dire de l'exercice de la volonté d'un individu sur un autre individu, avec l'effet de menacer la liberté et l'autonomie de la personne. Deux principes sacrés au sein de notre culture individualiste. En second lieu, le fait d'être dépourvu d'un appareil théorique précis, fondé sur une théorie bien identifiable de l'inconscient, analogue à celle formulée par Freud, Jung, Lacan
Adler, etc. C'est surtout cette absence des théories a constitué un péché grave dans une culture comme la nôtre, où la théorie, l'argumentation discursive et les fondements conceptuels abstraits ont la valeur des principes instituants et fondateurs. Dès la philosophie classique, les institutions culturelles dominantes en Occident ont privilégié la théorie au détriment de la pratique, considérée inférieure, bassement utilitariste, légèrement ignoble. Ces mépris implicites vis-à-vis des aspects pratiques et appliqués de la culture humaine réapparaît dans la même histoire des religions, qui, grâce à l'influence de la théologie, surtout protestante, a préféré l'étude des croyances, des discours, des textes sacrés, au détriment des pratiques, du rituel, des règles de comportement routiniers, des gestes techniques. Travailler sur les pratiques et sur les dispositifs, au contraire, amène l'historien des religions à se confronter avec des données empiriques, objectivables, qu'il faut interroger avec les justes questions. Comment fonctionnent-ils et pourquoi produisent des effets factuels? L'hypnose moderne revendique sans complexe les statuts des techniques et refuse un apparat théorique préliminaire, avec l'effet de susciter la suspicion d'une excessive proximité avec la pratique magique, même car les mécanismes de son efficace restent opaques et résistent aux différentes théories explicatives de la science officielle. Les parallélismes hypnose-magie ne s'arrêtent pas là. L'efficacité hypnotique ressemble effectivement beaucoup à l'efficacité magique, car elles font recours aussi, l'une et l'autre, à des dispositifs fictionnels. Tout au long de la cure magique, exactement comme dans la séance hypnotique, l'on met en branle une fiction particulière. Les sujets de l'action se trouvent installés dans un autre régime de réalité où ces conduites apparaissent déphasées par rapport au régime ordinaire. Cette désubication déstabilisante produit une rupture dans la conscience d'éveil, avec un léger dédoublement du moi, qui s'avère comme le véritable vecteur de l'efficacité. Cet état facilite en effet la confusion entre la réalité quotidienne et celle artificiellement produite à travers l'imagination, sollicitée explicitement pendant la séance, dans le but d'évoquer, en l'anticipant, sous une forme figurée, l'effet recherché. Cette dramaturgie suscite naturellement le déconcertement des rationalistes et des scientifiques traditionnels habitués à penser la fiction comme quelque chose de faux ou d'inauthentique par rapport à la réalité vraie. Mais alors, ils se disent, la supposée efficacité rituelle n'est rien d'autre que cela. Déçus de découvrir une simple mise en scène, une simulation, ils ont l'impression d'avoir affaire avec une production fausse. Une telle réaction oublie que dans les rites, tout comme en hypnose, l'essence n'est pas les phénomènes, mais bien plutôt sa mise en scène. C'est les procédés dramaturgiques et agentifs pendant lesquels se produit techniquement quelque chose que la science ne parvient pas à expliquer. Cela ne signifie pas tomber dans les pièges du déconstructionnisme, où tout est artefact, simulacre, fiction. Reste en effet à expliquer qu'est-ce que c'est une fiction, un faire comme si, et surtout reste à expliquer comment une simulation puisse produire des effets factuels. Affirmer, comme le font les déconstructionnistes, que tout est fiction et qui vont se comporter comme ceux qui, pour contester les explications théologiques du miracle, affirment que seule la nature est en jeu. Le surnaturel n'a rien à voir là-dedans. Les recours à la nature, par exemple à l'effet placebo ou à la suggestion,
n'explique en effet comment celle-ci puisse produire phénomènes tant surprenants comme des stigmates, des guérisons inexplicables, certaines formes de connaissances extrasensorielles, etc. Penser la fiction comme un agent actif d'efficace revient avant tout à expliquer ce que, dans la fiction-simulation, s'avère effectivement efficace. Restons pour le moment au fait que simuler est tout d'abord un fait actif, avec l'exception de l'expérimentation scientifique où vaut les critères du vrai-faux, et où par conséquent, simuler recouvre une acception négative. Notre culture reconnaît habituellement deux types de vérité-authenticité. La vérité objective, relative aux lois physiques naturelles, et la vérité-authenticité subjective qui s'enracine dans les certitudes intérieures du sujet. En fonction des époques, des philosophies et des auteurs, on a tantôt privilégié l'une, tantôt l'autre. Dans les premiers cas de figure, se situent les philosophies de la science moderne, les rationalismes, les positivismes. Dans les seconds, les philosophies idéalistes et celles romantiques, les philosophies de la conscience et la phénoménologie. À la fin du XVI siècle, Galilée avait établi une distinction fondamentale entre le décidable et le non décidable, en se servant du critère selon lequel les décidables concernent les phénomènes dans lesquels il est possible de convoquer un témoin fiable, c'est-à-dire la preuve. Donc un témoin fiable de son objectivité. En contestant l'objectivisme scientiste, 2 siècles plus tard, les romantiques affirmèrent de leur côté que le seul témoin fiable d'une réalité donnée est le sujet lui-même, avec son expérience vécue. À la fin du XIXe siècle, enfin, le relativisme a eu la prétention de réconcilier les deux positions en se présentant comme un compromis entre l'exigence de convoquer un témoin fiable et la revendication humaniste selon laquelle l'homme est au centre de tout. La question pour nous est la suivante. Comment échapper à l'objectivisme naturaliste et au relativisme humaniste? Les recours à la notion de fiction technique semblent offrir une alternative à ces dilemmes. Dans l'efficacité magique et dans celle hypnotique, en effet, on ne peut pas invoquer ni une objectivité analogue à celle invoquée par les scientifiques des laboratoires, ni une objectivité s'enracinant dans l'expérience vécue du sujet, car cette efficace est publique et contrôlable collectivement. À regarder de près, dans l'expérience scientifique, mais également dans les rituels hypnotiques et dans les rites magiques, on assiste bien à la création d'un dispositif de témoignage. Dans les 3 cas, on convoque effectivement un témoin fiable, un artefact, comme en physique les neutrines, dont la fonction est à la fois de figurer et prouver un fait. Pour ce faire, on attribue l'origine d'un phénomène ou la responsabilité de sa production à un facteur identifiable. Dans les rites, un esprit, un dieu, ou, comme c'est le cas dans l'hypnose, un artefact imaginaire construit pendant la séance. Ce qui différencie le protocole scientifique du protocole magique ou hypnotique, ce n'est que la manière de convoquer les témoins. Dans les protocoles magiques et hypnotiques, ces témoins sont des êtres, les esprits mis en activité par les chamans, ou l'artefact visualisé et manipulé pendant la cure hypnotique, dont la modalité d'existence n'est pas réductible ni à une objectivité matérielle expérimentale, ni à la subjectivité de l'imagination individuelle débridée. Ce sont des êtres irréductibles à la logique binaire dit ou bien,
car, bien que des natures différentes par rapport aux témoins employés en physique, ils ne peuvent être considérés non plus comme l'expression de l'imagination débridée d'un sujet. Il reste toutefois des témoins fiables dans le sens qu'ils produisent des effets efficaces, comme provoquer une guérison, dissiper certaines phobies, soulager d'un état critique, etc. Dans les thérapies scientifiques classiques, ces types de dispositifs de témoignage sont interprétés comme une projection symbolique des processus intrapsychiques objectifs que la psychothérapie a la tâche de démasquer. En adoptant ces points de vue, la folie serait une maladie, sa cause s'inscrit dans les sujets, et la tâche du thérapeute consiste, à partir des projections symboliques externalisées, les symptômes, à identifier les facteurs pathologiques internes qui les déterminent. Les médecines traditionnelles, en revanche, externalisent les esprits. En faisant cela, elles séparent les symptômes du sujet qui les manifeste. Dans les premiers cas, comme le suggère l'ethnopsychiatre Toby Nathan, l'on travaille avec un endosquelette psychique, dans le deuxième cas, avec un ésosquelette. Naturellement, aux yeux de la psychothérapie moderne, l'acte décisif et réversible de l'entrée dans la modernité est le passage de l'éso à l'endo. Contre cette idée, nombreux sont les ethnopsychiatres qui revendiquent l'efficacité supérieure des propulseurs qui s'activent lorsqu'on pense la réalité psychique en termes d'ésosquelettes. En dissociant en effet les sujets de ses propres symptômes et en attribuant la maladie à des êtres extérieurs au malade, les thérapies magiques traditionnelles exonèrent celui-ci du poids de ses responsabilités. Voilà pourquoi elles parviennent à atteindre des leviers psychiques plus profonds que ceux qui atteignent les pratiques modernes. Seuls les dispositifs externalisants offrent l'intensité dramaturgique, la compression psychique, la puissance émotionnelle capable de produire des modifications chez les sujets. En postulant un monde d'êtres non humains responsables de nos infortunes, mais avec lesquels la négociation est possible à travers les rituels, les psychothérapies traditionnelles offrent, sous une apparence des croyances et des superstitions naïves, une compréhension plus profonde de la vie psychique et s'avèrent capables d'éviter au sujet les replis sur soi. Dans la réflexion sur les dispositifs fictionnels en action dans la cure magique, les défis à relever est en somme les suivants. Comment passer du modèle fondé sur l'exclamation « ce n'est qu'un artefact », compris dans un sens négatif, au sens positif d'artefact, c'est-à-dire fruit de l'art. Artefact non pas comme simulation et tromperie, mais comme talent, habilité, compétence appliquée. L'exemple du dresseur et du dressé se prête bien à illustrer ces changements de paradigme. Savoir si le contenu du dressage est vrai ou faux est irrélevant par rapport au problème, bien plus essentiel. Qu'est-ce qui permet au dresseur de rendre capable le dressé de faire des choses qu'auparavant il ne savait pas faire? On comprend mieux maintenant comment peut-on passer d'une interrogation scientifique fondée sur l'opposition vrai-faux à une interrogation portant sur la technique en tant que technique, et pourquoi la question de l'efficacité s'avère davantage importante qu'une théorie de l'efficacité. Pour conclure, je voudrais dire, en prenant nos distances à la fois de l'objectivisme, du scientisme et du relativisme humaniste,
nous avons tenté d'analyser avec plus grande attention l'idée des simulations techniques, susceptibles de produire un simulacre, un artefact qui s'autonomise par rapport à son créateur et se dote de vie propre. Grâce à cela, justement, il s'avère porteur d'une efficacité spécifique. Cette efficacité consiste à obliger ses auteurs à agir pour reprendre le contrôle sur soi et sur le monde. Voilà pourquoi, lorsqu'on a affaire à l'efficacité rituelle, il n'est plus question de vérité, comprise dans un sens objectif ou subjectif, mais seulement d'action, d'instruments d'action, des techniques, des dispositifs, des finalités, des résultats factuels de l'action. Ces changements de paradigme nous éloignent définitivement des problématiques théologiques, philosophiques et scientifiques qui font appel à la logique du vrai-faux et nous amènent plutôt à privilégier une philosophie de l'action et des techniques. Même la question de l'authenticité ou de l'inauthenticité de la transe rituelle et de la bonne foi des acteurs cesse d'être pertinente, du moment que, comme on vient de le dire, l'opposition authenticité-jeu de rôle n'est que la conséquence de la guerre que la science et la théologie ont déclarée à l'étopoïésis. J'ai tenté jusqu'ici de vous fournir quelques éléments d'une perspective méthodologique qui peut s'avérer utile pour repenser les processus de co-construction de l'homme et de son biotope, dans lesquels entrent les conditions environnementales et sociales, les relations de pouvoir, les rapports au corps, avec la nature, avec les non-humains et avec autrui, mais en même temps avec certaines ressources inexprimées de nous-mêmes. Dans ces processus de co-construction jouent un rôle important les états psychiques spontanés, artificiellement suscités et exploités à travers des opérations techniques précises, comme celle du dédoublement des soi engagé dans les dispositifs rituels. Cela nous confirme dans la conviction que l'homme contient en lui-même des ressources inépuisables d'autoconstruction, d'autocorrection, d'autoréparation, qui sont à l'origine de la formation du vivant. En cas de maladie, crise physique ou psychique, des contradictions violentes, des changements socio-existentiaux radicaux et brutaux, ces capacités d'autotransformation se remettent en marche, selon des schémas techniques socialement partagés. L'artificiel n'est pas le faux, mais le naturel suscité, disait Simondon. L'efficacité magique, fondée sur la dissociation du soi, repose en somme sur une sorte d'apprentissage technique du savoir se transformer et réparer. Merci. On va prendre une trentaine de minutes pour les questions. Et comme nous n'avons pas de micro et de caméra sur la salle, je vous demanderai s'il vous plaît de poser des questions courtes, et pas des témoignages, des questions courtes et claires. Et je vais peut-être, si ça vous convient, je vais peut-être rester pour voir à qui donner la priorité des questions. Est-ce que vous avez une pratique de thérapie magico-hypnotique? Pour reprendre le terme un exemple que je pourrais vous citer? Oui, par exemple. Mais par exemple, j'ai travaillé au Mexique sur le culte de la Santa Muerte. C'est un culte assez étrange, un culte urbain qui est voué à une image d'une squelette habillée comme une femme, que les fidèles achètent, habillent et gardent chez eux, en construisant un hôtel, qu'il sort avec eux à l'occasion de certaines cérémonies, par exemple un rosaire qui est célébré dans un hôtel du quartier. Et ça m'avait intriguée parce que vous allez parfois à Mexico, à l'occasion de ces fêtes des rosaires, vous voyez les gens avec leur statue de la Santa Muerte habillée, comme une reine ou une princesse aztèque, etc. Et vous vous demandez
relation étrange, parce qu'il parle d'elle avec... c'est une personne, elle a un nom propre, Ernestina, Claudia, etc. Certains disent aussi que c'est leurs femmes qui font l'amour avec cette figure féminine. Donc une personnification de la mort. Alors c'est vrai qu'au Mexique, vous savez, l'idéologie de la mort puise ses racines dans l'Antiquité précolombienne. Mais là, on a affaire à quelque chose de différent. Il faut dire que ce culte est un culte répandu dans les milieux les plus marginalisés de Mexico et des villes mexicaines. Et donc prostituées, dealers, beaucoup de narcotrafiquants, au point que ce culte a une mauvaise réputation parce qu'il est considéré les cultes des narcotrafiquants. Et des tueurs à gages, par exemple. Alors vous voyez dans les hôtels, dans les quartiers périphériques, des balles, par exemple, qu'on met avant de partir tuer quelqu'un pour être protégé par la Santa Muerte au moment d'exécuter quelqu'un. Alors, quel est l'essence de cette relation et que la mort, c'est quelque chose qu'ils connaissent au quotidien, hein, c'est une ville hyper violente. Mais vous voyez là la manipulation symbolique, qu'on fait de la menace extrême une alliée. Comment on passe de la menace à sa transfiguration à une sorte de partenaire qui devient une sorte de double du soi, hein, devient une sorte de figure tutélaire de l'individu, justement, quand j'ai cité l'exemple de la prothèse, la Santa Muerte est une sorte de prothèse du soi. Comme elle est puissante, et plus puissante encore que les saints catholiques, parce que tout le monde est soumis à la mort, y compris les saints, ben la mort, dès lors qu'on arrive à en faire une alliée, peut vous protéger. Donc là, vous voyez comment on crée une sorte d'artifice. Mais la relation avec la Santa Muerte est très étrange, parce que quand il parle avec elle, lui demande quelque chose, ou les accompagne les fidèles à ces cérémonies dans lesquelles on célèbre un rosaire, etc., la vivification de cette image est telle que se rompt cette barrière entre la réalité et la fiction. Ces barrières s'estompent aussi parce que l'atmosphère de ces rituels est très particulière. Des encens, des chants, il y a les mariachis qui jouent, la drogue qui circule à volonté. Donc vous voyez qu'on arrive à un moment où la simultanéité d'existence de la Santa Muerte et des acteurs qui sont là s'est produit. Donc c'est le moment où se renouent les alliances. Là, vous avez par exemple un cas, vous voyez bien comme c'est dédoublement du soi, l'institutionnalisation de ces dédoublements dans l'image de la Santa Muerte affiche une dynamique de, comment dire, une véritable pédagogie du soi qui se met en œuvre là. C'était qu'un exemple. Oui. Philippe et après David. Merci beaucoup pour cette conférence et puis d'avoir permis la publication scientifique de De Martino, c'est-à-dire le passage du rayon de la FNAC New Age au rayon anthropologie. Il y avait l'ancienne édition sans votre appareil critique, et puis après c'était bien mieux évidemment pour voir la profondeur et le sérieux. Vous avez cité de nombreuses références, et dans ce que j'ai lu de De Martino aussi, n'apparaît jamais un auteur qui pourtant, il me semble, pourrait être utilisé d'une certaine façon, c'est-à-dire pas Lévi-Strauss, mais Marcel Mauss, dans son approche de la magie en tant que technique. Je pense qu'il l'a beaucoup développé et que ça pourrait aller dans le même sens que Simondon, etc., dans l'anthropologie classique. L'autre question que j'aurais à vous poser, c'est, il me semble, vous connaissez mieux Di Martino que moi, que Di Martino avait toujours une pensée à la fois anthropologique et psychologique. C'était presque d'une certaine façon le premier ethnopsychiatre dans sa façon de penser et dans la manière dont il étudiait les phénomènes en faisant appel à des psychiatres qui venaient avec les ethnologues et d'autres spécialistes sur le terrain. Ouais. Et je crois qu'il a beaucoup repris la pensée de Janet dans la dissociation et le rôle central du traumatisme psychologique est toujours d'actualité pour soigner les traumatismes actuellement et qui est repris par de grands psychiatres actuels. Donc cette pensée-là est toujours utile,
féconde, et je pense que Janet avait déjà senti ça, donc il n'a pas pris Freud, il a pris Janet pour appuyer sa recherche. C'est vrai, Janet est une référence permanente. Il a une relation étrange avec la psychologie parce qu'il vient de la tradition de l'historicisme. Pour lui, tout est histoire. Donc, son défi sera de montrer que le psychisme a une histoire et qu'il n'est pas une structure anhistorique. Et les exemples psychopathologiques cités par les psychiatres vers lesquels il se tourne lui permettent de montrer comment la subjectivité n'est pas quelque chose de donné d'avance. Le sujet, c'est un point d'arrivée, n'est pas un point de départ. Donc, toute sa polémique avec la philosophie et la psychologie qui postule un sujet comme donné de départ. Donc, pour lui, toute la culture se présente comme un dispositif gigantesque dont la fonction est de maintenir un équilibre et d'exorciser les risques de régression vers la nature. C'est-à-dire, la vie culturelle, il la pense en termes vraiment très dramaturgiques, comme tirailler sans arrêt entre les risques de lâcher prise, d'abdiquer au monde et la nécessité d'être présent au monde. Donc pour lui, la culture est un dispositif qui sert à contrecarrer la crise de la présence. C'est la notion qui revient sans arrêt dans son œuvre. Et toutes les études qu'il fait des institutions historico-religieuses sur lesquelles il se penche sont interprétées dans cette optique. Par exemple, l'institution de la lamentation funéraire en Italie du Sud, qu'il avait observée sur les terrains, vous savez, la partie qui consiste à pleurer les morts à travers des lamentations, une gestuelle très particulière. Et s'est aperçu que justement, la clé de l'efficacité de la lamentation, qui n'est pas simplement une survivance d'un horizon païen qui survit comme une épave dans la modernité, mais avait une efficacité. Parce que pendant la lamentation, la pleureuse, qui en général est de la famille du mort, donc je ne parle pas des pleureuses payées, est qu'en se dissociant pendant la lamentation, il y a une sorte de dédoublement du moi. Il y a les moi qui récitent la lamentation et qui est dans un état semi-onirique, et l'autre partie du moi qui continue à vaquer à ses occupations et être vigilant. La dissociation permet de métaboliser la crise du deuil. Et à travers la lamentation qui est exécutée selon des échéances fixes, selon des mélopées traditionnelles, en utilisant une gestuelle sélectionnée, extrêmement codifiée, eh bien, tout cet appareil permet de faire le travail de deuil par vagues successives. Donc, va permettre aux victimes du deuil progressivement de reprendre leur place dans la normalité, disons, dans la quotidiennité. Donc, c'est vrai que ce type de problématique l'amène à se tourner vers une réflexion sur les états dissociés, se tourner vers la psychopathologie, vers la métapsychique, donc sur la question des états psychiques dissociés sur lesquels même les métapsychistes travaillaient. C'est comme ça qu'il a... Et ça, c'était très original à l'époque, parce que personne ne travaillait sur la question des états dissociés en 1942, lorsqu'il a terminé Les Mondes Magiques. Donc, j'ai répondu à votre question. Pourquoi il ne s'est pas préoccupé des mots? Parce que, disons, l'anthropologie italienne et l'histoire des religions italiennes est née non pas à partir d'une sorte de manifeste programmatique ou d'une plateforme théorique affichée, c'est construite en dialogue et polémique avec la tradition française, l'évolutionnisme anglais et l'école germanique, allemande. Et donc pour les Italiens et pour De Martino aussi, les Français péchaient de positivisme malgré tout. Parce qu'ils construisaient une sociologie normative qui visait des régularités. Et comme il est un historiciste, il n'y a pas de règles, des normes, des lois dans l'histoire. C'est ça son problème, sa position. David? Vous avez fini votre intervention sur la question d'abolir un peu la distinction entre illusion, réalité dans la cure, notamment, et en mobilisant notamment les travaux de Toby Nathan, la tour, etc. Et en fait, je me demandais en vous écoutant,
finalement, dans quelle mesure ces travaux-là et cette perspective-là, par exemple celle de Tommy Latour de la psychiatrie, finalement ne reconduit pas le partage entre réalité et illusion dans la culture traditionnelle, mais même plus largement, en fait, face à cette question aussi, qui nous implique tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, enfin, les Occidentaux qui travaillent sur ces questions-là, dans quelle mesure les travaux scientifiques ou le regard occidental ne vient pas nécessairement reconduire cette distinction-là, parce que par exemple, à la fin vous disiez finalement ces entités externes, ces procédures d'externalité, vous voyez en fait les relations qui sont tissées avec les entités surnaturelles dans des pratiques de cure traditionnelles sont finalement en fait à la fin dans la modélisation que vous proposez sont perçues comme une sorte d'externalisation qui permet de sous-traiter des processus psychiques. Donc finalement, si je comprends bien, votre modèle à la fin, c'est quand même celui de la psychologie, enfin d'une psychologie psychodynamique, avec, et que les cures traditionnelles, en fait, sont compréhensibles à l'aune de ce modèle-là. Et finalement, les dieux, les démons et les esprits, finalement, ne sont que dans cette perspective-là, sont des artefacts qui cachent la réalité qui est celle des processus psychiques. Je dirais que je ne me pose pas la question de l'essence ultime de ces entités. C'est précisément mon propos de dire, savoir s'ils sont réels ou pas, c'est encore un problème lié à une épistémologie de type objectiviste. Mon problème est, comment fonctionnent-ils et comment on peut les utiliser? C'est-à-dire, je me situe dans une perspective utilisationnelle de ces entités. Et je ne m'interroge pas sur leur nature. Vous comprenez, c'est ça ma proposition. Si vous voulez dire, si j'accorde à ces entités une réalité ontologique réelle, ce n'est pas mon problème. Bon, personnellement, je suis agnostique, donc comme tous les intellectuels, comme la plupart d'entre vous, on vient d'une tradition intellectuelle et culturelle qui fait de nous des penseurs critiques, mais je veux dire, je vais abandonner ce type de problématiques. Vous comprenez? C'est un peu ça la proposition. C'est-à-dire, il m'intéresse la question de l'efficacité. Comme historienne des religions, quand j'assiste, je passe des journées entières sur le terrain, des séances épuisantes dans lesquelles on attend l'activation de l'efficacité des esprits convoqués, etc. Moi, ça m'intéresse de voir les gens soulagés et comprendre quels sont les éléments qui ont pu activer quelque chose qui fait que les sujets sortent de là soulagés. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, il ne s'agit pas, comme certains rationalistes disent, il faut éliminer toute cette superstructure des croyances, des discours, parce que là, pour arriver au phénomène dur. Parce que si vous enlevez toutes ces superstructures qui arrobent les sens, vous tuez l'objet. Il faut les prendre justement dans sa scénographie, parce que c'est la scénographie l'important. C'est la scénographie qui est le vecteur de l'efficacité. Oui. Je me demandais, est-ce que le fait qu'on se soit détourné de ces pratiques dans les sociétés modernes, ça n'a pas suscité de nouvelles pathologies, je pense que peut-être d'autres types de comportements qu'on utilise pour se rassurer parce qu'on n'a pas traversé ce que vous décrivez. Vous voulez dire que l'absence de ce type de support s'est produit des dysfonctionnements? Je me demande en fait. Je pense que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais peut-être d'autres choses qui fait que, parce que par exemple on ne va pas traverser un deuil, j'ai envie de dire proprement, ou traverser ce qu'il y a à traverser, du coup on va se tourner vers d'autres comportements pour nous rassurer, mais ça va être... D'abord, ce sont des stratégies qui vous laissent seuls, parce que là, on a affaire dans les sociétés, disons, plus traditionnelles, sont des dispositifs collectifs. Vous n'êtes pas seul. Tout le monde partage par exemple, il y a une forme d'empathie, des chorégraphies collectives, alors qu'aujourd'hui, les individus sont invités à faire tout seuls le travail de deuil. Ce qui est dur à porter, beaucoup plus. Encore une fois, on revient à une responsabilisation excessive du sujet qui doit assumer. C'est même un signe de force morale, le fait d'être capable de supporter ça. Mais bon, il s'agit de supporter l'insupportable. Alors pourquoi pas ces dispositifs qui permettent d'alléger la gestion de ces moments critiques.
Donc ces dispositifs symboliques présentaient cet avantage. C'est sûr que leur abolition, leur disparition confrontent les sujets à leurs contradictions et à leur fragilité d'une manière beaucoup plus violente qu'ailleurs, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Avant ta question, Grégory, je crois que la question que soulève Madame rejoint un peu ce que nous avons échangé tout à l'heure sur la réduction de l'anxiété. Ah. Peut-être vous pourriez en dire quelques mots. L'absence de mobilisation du rite qui empêche la réduction de l'anxiété. Oui. Bon, pour revenir à Simondon, lorsqu'il parlait de cette compénétration des techniques et nature, au fond, l'anxiété et les manifestations du désarroi dans des situations choquantes ou douloureuses manifestent à vos yeux, dans l'expérience, dans les vécus, la sensation que vous êtes en train de perdre les contrôles de vous-même et du monde qui vous entoure. Effectivement, ces manifestations, par exemple l'anxiété, sont, comment dire, les signes, plutôt les indices d'une sorte de régression à un état naturel. Les rites, en mimant, de certaine manière, en reproduisant cette sorte de comportement compulsif sous un mode schématisé, vous permet de donner libre cours à cette sorte de naturalité spontanée, mais en l'inscrivant dans un schéma que vous pouvez contrôler parce qu'il est traditionnalisé. Alors qu'aujourd'hui, vous devez vous inventer un rituel. Et un rituel inventé n'est pas aussi efficace qu'un rituel que vous trouvez déjà à l'œuvre, qui est en dehors de vous, qui fait partie de votre tradition. Parce que là, on vous oblige non seulement de faire face, mais en plus d'inventer un rituel qui vous soulage. Vous comprenez? Alors que dans les sociétés traditionnelles, il y a déjà toute la tradition avec son arsenal des pratiques, d'institutions symboliques, des mœurs, etc., qui vous supportent. Et donc, je pense que c'est ça la grande différence. Mais la tendance spontanée à pouvoir se réparer, par exemple, à travers des comportements qui peuvent donner l'impression d'une forme de ritualisme compulsif, ça signale déjà la tentative d'exercer un contrôle sur ce qui nous arrive. Mais ce sont des tentatives qui parfois ne débouchent sur rien parce que lui manque cette inscription dans la longue durée de la tradition qui vous facilite la tâche d'une certaine manière. Est-ce que les tocs, ça ne serait pas des tentatives désespérées de ritualiser de son côté tout seul Je ne suis pas psychiatre, mais on pourrait le penser. Moi, spontanément, comme ça, je dirais que oui. C'est comme dans une situation d'anxiété, vous refaites toujours les mêmes mouvements, non? Parce qu'en inscrivant l'action dans une orbite régulière dont vous contrôlez les tenants et les aboutissants, disons, cette instabilité qui vous pressionne, vous la réduisez parce que justement, vous opposez un schéma contrôlable au chaos. Donc, rien que pour ça, ces formes de ritualisme obsessif peuvent permettre d'évacuer la tension. C'est possible. Grégory, bonjour, merci pour votre intervention, votre conférence déjà. Et j'avais une question, quelle est la part du transpersonnel dans tous ces dynamismes? Parce qu'en fin de compte, les ritualisations et toutes les choses, on les porte peut-être à l'intérieur de nous de forme archétypale, ou avec les symboles qu'on peut rencontrer au quotidien. Est-ce que les évolutions des sociétés en partant du rituel ou des cycles naturels au départ, est-ce qu'il n'y a pas une empreinte en chacun de nous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de transpersonnel? On a justement traversé toutes ces époques. On en parlait tout à l'heure, je crois que c'était justement l'objet d'une conversation que j'ai eue tout à l'heure avec Cyril. Bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais disons, j'ai les sentiments, disons, comme historienne des religions, ce que je constate, que les rites, c'est un dispositif universel. C'est-à-dire, il n'existe pas de société sans rite, alors qu'il existe des sociétés sans mythe.
Ça veut dire que les rites peut-être prend ses racines dans une tendance spontanée que je ne sais pas, je ne pourrais pas situer, si vous me dites quel est l'organe ou la fonction vitale qui agit en amont de la fonction rituelle. Mais ce qui est certain est que la fonction rituelle, dans la mesure où permet à travers des comportements humains de procéder à ce travail de réinscription dans une orbite régulière des écarts ou du désordre extérieur, je pense que relève de ces potentialités biologiques, psychobiologiques, je ne peux pas vous dire. Par contre, les mythes, qui a aussi une fonction importante dans les sociétés traditionnelles, dans l'organisation de leur expérience et dans la mise en œuvre des mondes stables, puisque les mythes, justement, ont pour fonction de fonder les valeurs, les assises de la réalité telle qu'elle est, des valeurs de la société. Les mythes, dans certaines sociétés ou à certaines époques, peuvent s'avérer une entrave au développement de l'activité. Les rites, par contre, est toujours là. Je veux dire par là qu'une société peut se passer des schémas qui fixent d'une manière définitive et irrévocable l'ordre du monde. Par exemple, notre culture est foncièrement démythisée, puisque nous valorisons les devenirs, les changements, l'innovation. Notre culture qui pose l'histoire au centre de tout affiche bien une volonté à penser la réalité en termes de réalité muable, dont les configurations doivent pouvoir être redéfinies à chaque fois. En revanche, les rites sont toujours là. C'est-à-dire, les rites, visiblement, relèvent d'une fonction qui est plus universelle, peut-être, puisque ça touche précisément cette sorte d'homéostase du vivant et de l'être humain qui a besoin sans arrêt, lui-même comme sujet, de se réparer. Au niveau institutionnel, c'est ce que je peux vous dire, parce que comme historienne des religions, je ne peux pas répondre. On peut dire que notre société soit sans mythe, elle est pleine de mythes, il y a le mythe de l'État, le mythe que la science crée, le Big Bang. Enfin, c'est que la science repose aussi sur un certain nombre de mythes qui la font travailler en permanence. Les individus, et en fait, un rite qui ne serait pas attaché à un mythe, enfin, ou à une mythologie qui va, si le rite est là pour stabiliser un monde, il a besoin d'une formation mythique. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par mythe. Nous, en histoire des religions, on en parlait tout à l'heure avec Cyril, comme historiens, nous sommes obligés de définir le mythe et les rites à partir de l'historicité, parce qu'on est des historiens. Alors, comment peut-on... Quelle est la relation du mythe et du rite à l'historicité? Ben, je dirais que les mythes fondent l'historicité, parce que pour les sociétés où les mythes est une institution active, opérante, les mythes contiennent les fondements de la réalité historique. C'est la carte qui contient les valeurs, les institutions, la manière de voir la réalité d'une société. Et les sociétés orientées par les mythes ont besoin d'imaginer ces fondements de la réalité comme établis une fois pour toutes. Nous avons, nous, occidentaux modernes aussi, des idées, des cosmographies, c'est-à-dire des cartes, des maps dans notre tête qui nous permettent d'avoir des points d'ancrage. Mais je ne l'appellerai pas techniquement des mythes parce qu'ils ne sont pas sacrés. Quand je dis sacrés, je veux dire qu'ils sont considérés hors de l'histoire, éternels, non questionnables. Parce que la science questionne, l'historiographie peut questionner. En tout cas, si vous bougez ces mythes, je ne sais pas ce que ça veut dire sacré, parce que ça montre très compliqué, mais si vous bougez ces mythes, vous les enlevez de la culture vacille, la culture sur laquelle on est, mais qu'elle a besoin d'une certaine forme de structure idéologique et mythique sur laquelle on est d'accord. Qui est très plurielle. Par contre, la différence avec des sociétés beaucoup plus segmentées, beaucoup plus segmentaires, c'est des mythes beaucoup plus rigides en effet, qui sont censés durer plus longtemps, et qui sont moins manipulables, qui sont manipulables par un certain type d'institutions, enfin de gens qui sont habilités à les manipuler parce qu'ils ont la place dans les institutions pour les manipuler. Mais les mythes modernes,
enfin, Barthes nous en... Enfin, il y en a plein partout. J'ai l'impression qu'ils nous fondent aussi, ils nous font avancer, nos rites sont attachés. Enfin, quand on casse une bouteille sur un bateau pour baptiser le bateau, on est encore pris dans des rites qui sont attachés à des mythes, qui sont attachés à des formes bon, ça c'est peut-être des choses qui des restes très ancestraux de pratiques superstitieuses d'avant, mais enfin, le rythme, quand Macron il passe dans un corridor avec 40 gars devant lui, c'est un mythe de l'État qui se construit sur la paix sociale. Mais si je vous entends, alors tout est mythe. Tout système, toute formation cosmographique, toute formation discursive censée donner sens à la réalité et donner des repères sont des mythes. C'est tellement large que tout discours sur le monde devient mythe, alors ça ne sert plus la notion. Non, c'est des discours qui tiennent les piliers de la stabilité, qui tiennent des piliers de l'entente du consensus social. Alors vous parlez d'institutions, de discours institutionnels. Oui. Comme pour la science, c'est une forme d'institution aussi. Mais comme historien des religions, je vous dis, parmi les discours qui fondent et légitiment les institutions, il y en a des différents types. Et donc la question est de savoir quelle est la spécificité du mythe sacré par rapport à d'autres types de discours fondateurs, instituants, qui bien sûr existent dans notre modernité. Oui, vous avez encore quand même des mythes. Mais excuse-moi, je veux bien qu'on fasse tourner un peu. Maxime, Samuel, après on voit s'il reste du temps. Non, merci beaucoup, c'est fascinant. Je voudrais tenter peut-être d'apporter un compromis parce que pareil, j'étais vraiment assez d'accord avec vous dans l'ensemble. C'était vraiment intéressant. Vous nous apportez une famille de pratiques, de phénomènes, de dispositifs qui modulent les automaticités, qui amènent à des phénomènes qu'on pourrait appeler hypnotiques, jusqu'à ce que vous dites qu'il y a des sociétés sans mythe. Alors là, je commence à me dire, non, là, je ne comprends plus. Puis là, on se pose des questions sur le sacré, donc je voudrais peut-être apporter une définition un peu simple, un peu bâton, un compromis. Mais alors pour moi, je suis anthropologue aussi, à partir du moment où il y a une société qui se raconte des histoires, et que ces histoires, elles vont essayer de simplifier la causalité, elles vont nous raconter des choses sur les particules invisibles, comme les esprits, les ancêtres, ou alors les gènes, ou alors les protéines qui régulent le bien, le mal, la guérison et tout ça. Là, on a des mythes. Et moi, dans ma compréhension, les mythes les plus efficaces au niveau de la modulation des automatismes et de ce qu'on pourrait appeler l'hypnose, ce sont ceux qui sont sacrés. Alors qu'est-ce que c'est un mythe sacré? C'est un régime discursif, des histoires qui ont la plus haute autorité épistémique, le plus grand pouvoir épistémique, dans le sens où, à partir du moment où il y a un mythe qui est très bien installé dans une société, ça devient très difficile de le questionner, ça devient coûteux politiquement, par exemple, mais ça devient même coûteux cognitivement, ça devient presque impossible d'imaginer quelque chose en dehors de ce mode de pensée dominant. Alors, je vous donne un dernier exemple. Moi, je travaille aussi dans un laboratoire sur les effets placebo et sur les influences sociales et culturelles dans les effets placebo. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de reconstruire justement tous ces dispositifs mythico-rituels qui vont moduler des attentes de guérison. Alors qu'est-ce qu'on utilise de nos jours? Bien évidemment, les neurosciences. Donc on utilise des technologies de neurosciences, des IRM désactivés, on se déguise en médecin avec des stéthoscopes. On travaille avec des facteurs motivationnels, on fait attendre très très longtemps et tout ça, et puis on utilise un langage un peu ésotérique et on leur dit voilà, tu remarqueras en regardant cette machine que ça va guérir ton cerveau. Alors le cerveau aussi comme étant une agentivité externe possédant le pouvoir de guérir. Alors là, qu'est-ce qu'il y a d'universel là-dedans? C'est comme d'aller attendre très longtemps pour aller voir le sage ou le chaman sur la montagne. Donc il y a une classe d'initiés qui parlent un langage ésotérique, qui comprennent mieux comment fonctionne le monde et tout ça. Et pour moi, la clé là, c'est autorité épistémique la plus haute. C'est ce qu'on pourrait appeler de sacré, en fait. Alors, je voulais savoir si vous étiez un peu d'accord avec ce genre de perspective un peu plus mécaniste. Si, je suis d'accord. Je suis persuadée que notre culture fonctionne aussi avec à travers des dispositifs d'autorité qui autorisent les pensables, les factibles, etc. Mais pour moi, comme historienne des religions, j'ai tendance, comme historienne, précisément à faire la distinction entre ces dispositifs d'autorité. Les dispositifs d'autorité mythiques dans les sociétés traditionnelles, c'est un dispositif qui ancre ses vérités à un ordre sacré, métahistorique, extra-humain, à des caractéristiques spécifiques. J'ai parlé tout à l'heure avec Cyril de quel est, pour nous occidentaux, le lieu dans lequel on construit l'essence de l'existence. L'historiographie, parce que nous sommes dans un monde dans lequel, pour nous, l'ordre du monde est le produit de l'histoire passée.
Donc, d'une certaine manière, on mythise l'histoire. C'est une contradiction. On peut dire plutôt que l'histoire remplit chez nous une fonction fondatrice. Fonction fondatrice qui est à l'œuvre aussi dans les mythes des peuples traditionnels, amérindiens, africains. Donc c'est la fonction dont on est en train de parler, parce que si vous confondez le mythe avec la fonction, on ne se comprend pas. La fonction fondatrice qui élabore un discours d'autorité pour armer un ordre du monde stable fonctionne dans toutes les cultures. Mais les mythes compris comme une sorte de discours ex cathedra qui fonde un ordre sur lequel l'homme n'a aucune possibilité d'intervention, parce que c'est défini par antithèse au monde des humains, parce que vous savez que la science peut remettre en question une certaine vision des choses. Les débats politiques peuvent remettre en question un certain ordre du monde. Nous savons aussi qu'il y a cette sorte de fiction dont parfois on est dupe, mais savons qu'il s'agit de dispositifs fictionnels qui sont très utiles et très pratiques. On ne croit pas que nous sommes dictés par Dieu, sauf l'homme de la rue, qui regarde la réalité avec une forme de fatalisme sans s'interroger sur l'origine de ces dispositifs d'autorité. Vous comprenez? Donc, parler des fonctions fondatrices et des formations cosmographiques stables, parce qu'une société ne peut pas vivre sans ces schémas comment dire, instituant l'ordre du monde, on est d'accord. Mais je n'appellerai pas ça mythe. C'est ça que je veux dire. Vous avez ça des fonctions, vous dites? Fonction fondatrice ou fonction instituante. On pourrait appeler ça, on pourrait emprunter la typologie de John Searle qui parle de la réalité institutionnelle, des choses comme l'argent, les mariages, et puis tout un contexte d'institutions sociales qui apportent un sens et un cadre à notre vie qui n'existe pas réellement en même fait que... Voilà. Mais et ça donc, pour la perspective de certains, et je pense que mon collègue soulevait la même question, c'est aussi une forme de mythe. Mais après, je comprends que... Enfin, non, je comprends pas. Mais, mais vous nous parlez donc d'une différence entre ces mythes-là, entre cette réalité institutionnelle, discursive, humaine, et le mythe donc formel. Je m'excuse, je comprends toujours pas. Parce que le mythe est passé dans le langage courant comme étant... vous nous parlez de la fonction du mythe, mais vraiment en tant qu'histoire, et une histoire qui a fonction de créer une supra-réalité, qui gouvernerait notre réalité. Alors que le mythe, maintenant, c'est quelque chose qui est passé dans le langage courant, et, comme étant un petit peu, je sais pas, la recette de la mayonnaise, devenu quelque chose de mythique, c'est n'importe quoi. Pour moi, les mythes, c'est un récit des origines qui se déroule dans un temps hors du temps, dans un temps qui, par définition, est méta-historique. Les institutions politiques, économiques, la publicité, tout ça relève de l'ordre de l'historicité, parce que ce sont les humains qui les activent. Qu'après, on arrive à les faire passer comme des réalités naturelles, auto-évidentes, non questionnables, c'est notre paire de manches. Ne sont pas techniquement des mythes. Vous comprenez? C'est les contes. Dans les contes qu'on raconte aux enfants, les histoires qu'on raconte aux enfants, est-ce qu'il y a quelque chose de mythologie dedans? Est-ce qu'il y a des valeurs? Et ils n'ont pas la fonction, ils n'ont pas forcément la notion fondatrice, justement. Parce que les mythes, dans les sociétés à mythes, sont présentés comme, comment dire, sont des vérités des fois, ce qui légitime les mythes. Les gens se tournent vers les mythes comme la source ultime du fondement de la valeur du monde. Vous comprenez? Et qui est sacré, justement. Je me demandais sur l'efficacité des rites, tout ça. Cette efficacité qui est plus ou moins retrouvée, ne donne pas du coup une réalité à ça. C'est-à-dire que, étant efficace, ça existe. Par rapport à ce que vous disiez, si vous vous interrogez, si ontologiquement parlant, Sainte Catherine existe ou pas, mais si c'est efficace, enfin, voilà, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Ah ben, mais disons, je n'ai jamais nié l'existence d'une réalité. Après, on pourra discuter qu'est-ce qu'on entend par réalité, mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, je vous résumer, est-ce que vous dites que seuls les mythes, seuls ceux que vous appelez les mythes possèdent l'efficacité hypnotique?
ou alors d'autres régimes discursifs aussi possèdent ce pouvoir-là. Mais ce qui produit l'efficacité, ce n'est pas les mythes, c'est la technique qui se met en branle dans les rites. Oui, non, je comprends bien, mais seules les techniques qui sont ancrées dans les régimes discursifs mythiques possèdent vraiment le pouvoir hypnotique ou de modulation des automatismes et des fonctions corporelles qu'on ne peut pas évolutionnellement accéder normalement. Ou alors est-ce qu'il y a d'autres régimes discursifs et d'autres régimes de pratique, d'autres rites plus informels qui possèdent aussi ce pouvoir-là dans votre vision? J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez dire. C'est une question pragmatique parce que si on est en train d'essayer de faire la distinction entre ce qui serait un mythe, ce qui ne serait pas un mythe, ce qui serait plutôt un régime discursif et tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est lequel de ces pratiques et de ces mythes et de ces régimes discursifs ont le plus d'efficacité sur le corps, d'efficacité à produire des expériences dites hypnotiques. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, c'est essentiellement le rituel qui est le vecteur de ces états. Que pendant les rituels, entre en jeu des figurations, des stéréotypes mythiques, je vais vous citer le cas de la Santa Muerte, ça permet justement de meubler l'espace rituel, qui est un espace opératoire, on pourrait dire. Mais les mythes comme tels, je ne sais pas s'il y a une douteur d'hypnose, je ne sais pas. Les mythes peuvent devenir un objet qui peut être manipulé dans l'espace rituel. Mais pour moi, l'action est prioritaire par rapport au discours. Oui, par exemple, si je m'encadre dans une mythologie homéopathique contemporaine, un peu New Age et tout ça, chaque fois que je prends ma petite pile homéopathique ou ma vitamine B12, je me sens vachement bien. Pour moi, ça c'est un rituel. Et c'est un phénomène hypnotique, qui n'est pas vraiment différent mécaniquement de ce que vous écrivez. Pour moi, ça fait partie de la même famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pourrais être d'accord. Mais c'est compliqué la question. Il faudrait pouvoir en parler, pour vous exposer davantage le point de vue d'une historienne des religions. Bien sûr, bien sûr. Merci. Du coup, on va prendre une dernière question ici avant de conclure. Et Philippe, je t'invite à une question claire et courte. C'est dans la continuité des questions. Il me semble que vous êtes en train d'élaborer une théorie de l'efficacité. Par exemple, vous nous avez proposé un projet, comme le fait de psychiatrie, si on externalise certaines choses, des entités, des êtres, des substances, il semble que ça produise plus d'efficacité que si on les pense à l'intérieur. Mais il y a plein d'autres propositions de l'efficacité que vous êtes en train d'élaborer, il me semble. Disons, je me suis tournée vers ce type d'approche à partir de mon expérience de terrain. Comme je travaille sur la ritualité populaire de ces populations métissées en Amérique latine, je me rends compte que dans ces milieux, la dimension, comment dire, de la croyance est moins importante que les pratiques. Quand vous les interrogez sur leurs croyances, ils vous disent n'importe quoi. Ils vous disent ce qu'ils pensent que vous attendez d'eux qu'ils disent. Par contre, quand ils sont en train d'opérer dans le cadre rituel, alors là, c'est univoque, disons. Si vous arrivez à décrypter ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, c'est pour ça que je dis, ce sont des sociétés pour aborder lesquelles la notion d'orthodoxie et de croyance ne nous sert à rien. Par contre, l'orthopraxie, oui, elle est centrale. Parce que c'est ça qui est au cœur de leurs préoccupations. Gérer le monde, réparer les malheurs, l'infortune, c'est ça les lieux où tout se joue. C'est ça qui fait l'efficacité. Exactement. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette bonne conclusion. Et merci beaucoup, Sylvia. Merci à vous. Merci.